Cher écrivain, bienvenue. Vous venez de pousser la porte du club où on discute d'écriture sans filtre. Je m'appelle Chris Vuklizevic, je suis autrice et j'ai réuni avec moi dans ce club 4 de mes amies écrivaines. Ensemble, on discute sans tabou de nos inspirations, de nos méthodes, mais aussi de nos doutes, de nos galères, bref, de tout ce qui fait la fabrique littéraire sans cacher ses côtés les moins glamour. Alors prenez un thé chaud, attrapez votre meilleur plaid et bienvenue au club. Et bienvenue à la deuxième réunion du club où on discute d'écriture sans filtre. Je suis super heureuse de vous retrouver pour ce deuxième épisode avec autour de la table, comme la dernière fois, mes 4 amies écrivaines. On a Marie. Hello. Laetitia. Salut. Laure. Hello. Et Léa. Coucou. Salut les filles. Alors aujourd'hui, on va discuter un peu de nos enjeux actuels autour de l'écriture. Et puis en deuxième partie d'épisode, on parlera de notre thème du jour. Montrer ses textes en cours d'écriture, c'est la honte ou pas? Et on vous lira chacune un court extrait de nos projets en cours d'écriture. Sachez que je me déteste moi-même d'avoir imposé cet exercice parce que perso, mais j'en reparlerai tout à l'heure, ça me terrifie de montrer ce que je suis en train d'écrire. Voilà, je suis sûre que toutes les 5, on a plein de choses à dire sur ce thème. Mais avant même de commencer, je voulais commencer par vous citer quelques-unes des réactions de nos auditeurs à nos discussions de l'épisode précédent, qui étaient lues autour du sujet des conseils d'écriture, des formations, des podcasts, etc. Alors j'ai lu, chers auditeurs, tous vos commentaires et vos messages privés aussi sur l'épisode 1. Vous m'avez écrit des choses hyper intéressantes, donc j'avais envie de les partager avec tout le monde plutôt que de les garder pour moi. Et voici donc 3 petits extraits de vos réactions sur le sujet des conseils et des méthodes d'écriture. Alors il y a Olivier, un auteur, qui m'a dit en message privé « Juste une réaction sur le problème des méthodes qui rendent scolaire. J'ai été prof de science-fiction dans une école d'ingénieurs où je leur parlais du genre et je leur faisais écrire un texte individuel. À la fin, lors du corrigé, je prenais les textes avec la meilleure note et je leur expliquais en quoi leur texte était raté. Histoire de séparer le bien faire du intéressant. Certaines tentatives ratées sont plus intéressantes que des choses propres. » Voilà, j'ai trouvé ça assez intelligent comme manière de voir les choses sur le côté des méthodes qui rendent scolaire. Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, les filles, ou si ça déclenche une réaction chez vous, mais... Vas-y. Oui, non, j'allais juste dire, c'est assez incroyable. Enfin, c'est une super drôle et une super bonne idée de faire ça, quoi, de prendre les meilleures notes et d'expliquer pourquoi c'était quand même raté. Enfin, c'est hyper intelligent, hyper pertinent. Pourquoi c'est scolaire, donc tu as une bonne note, mais en fait, littérairement, ça vaut peut-être pas grand-chose. Laure, t'allais dire quoi? Moi, j'allais dire, je trouve ça hyper violent. En tant que bonne élève, du coup, j'apprécie pas du tout la méthode. Moi, c'est drôle, j'ai eu une réaction à mi-chemin entre celle de Laetitia et celle de Laure. En fait, c'est un peu ce qu'on disait la dernière fois, c'est qu'un bon devoir n'est pas un bon roman et inversement. Ouais. Et en même temps, je trouve que c'est bon. Quand on aime bien faire les choses bien, j'imagine que c'était un peu surprenant. Bon, après, j'ai coupé la fin du message, mais il me disait quand même que ses étudiants trouvaient l'approche intéressante et aimaient bien ce genre de retour. Ah, ça va. Après, on a eu Marion qui parlait du fait d'écouter des conseils d'écriture et qui a dit « J'ai un manuscrit que j'aimerais envoyer à plusieurs maisons d'édition, mais je me mets des barrières si facilement, donc je pense que ça me freinerait encore plus de lire ou d'écouter ce genre de contenu. » Donc là, ça fait un peu écho à ce qu'on disait la dernière fois des fois, ça peut mettre une pression, en fait, de dire est-ce que je fais correctement, est-ce que je fais selon la méthode. Après, quand tu veux envoyer un manuscrit à des maisons d'édition, je pense que c'est ce qu'on disait aussi la dernière fois, si tu n'as aucune conscience des règles, malheureusement, tu te mets un peu des bâtons dans les roues, quoi. Oui, et en même temps, moi, ça me fait penser à quelque chose. Je pense qu'il y a beaucoup de règles d'écriture qu'on peut apprendre en lisant, pas forcément en lisant des conseils aussi. C'est vrai, tout à fait. Carrément. Et le truc après, c'est d'arriver à se les formuler, à se les approprier, soit de manière inconsciente, mais je ne sais pas si tout le monde y arrive. Enfin, il me semble que de passer par la case formulation des règles peut aussi aider. Ouais. Et 3e commentaire qui lui était en public, donc vous l'avez peut-être lu sous la vidéo YouTube, c'est Tom qui nous parle lui de son meilleur conseil d'écriture qu'il ait reçu, puisque ça faisait partie des choses dont on a parlé la dernière fois, qui a dit « Perso, le meilleur conseil d'écriture que j'ai eu, c'est le show, don't tell ». Donc montrer et ne pas dire, littéralement. Montrer l'émotion ou ce qu'on veut dire par une action, un dialogue, etc., plutôt que de le dire. Par exemple, si on raconte qu'elle se ronge les ongles et qu'elle a mal au ventre, ça fait qu'on n'a pas besoin de dire qu'elle angoisse ou qu'elle stresse.
Et c'est vrai que c'est un conseil qui revient tout le temps et dont on n'a pas parlé. Oui, c'est vrai. Que moi, j'ai jamais compris. Voilà. Ah ouais? Enfin, pas vraiment, quoi. Je sais pas. Je sais pas, voilà. En fait, je pense que tu le fais assez naturellement. Oui, ou pas, du coup, j'en sais rien, mais voilà. Ouais, c'est ce qu'il dit, en fait. C'est plutôt que de dire le personnage a peur. En fait, c'est comme si tu avais une caméra. Je pense que c'est vraiment ça l'idée. C'est un truc très de scénariste ou hollywoodien. C'est si tu avais une caméra et que tu n'avais pas de voix off, comment est-ce que tu montrerais l'émotion du personnage à l'écran? Et c'est ce que tu retranscris dans ton roman, tu vois. Tu peux pas dire le héros avait peur, donc tu vas lui faire se ronger les ongles, tu vois. Je sais pas, moi je pense que j'écris des phrases comme, vous verrez quand je vous lirai mon petit extrait tout à l'heure ou quoi, je pense que j'écris des phrases comme machin truc avait été terrifié, tu vois, mais alors, sûr en fait. Oui, tu l'as dit, c'est vrai, je crois que je le fais ça. Mais moi, les personnages sont toujours flippés en permanence, donc au bout d'un moment. Le problème, je pense que c'est pas de le faire, mais c'est de le faire systématiquement en fait. Oui. C'est que pour qu'il y ait de l'empathie avec les personnages que tu es en train de décrire ou même les lieux que tu décris, tu peux dire des choses qui sont très matter of fact, enfin qui sont très basiques et qui sont simplement descriptives. Mais si tu veux que ton lecteur il ressente vraiment une émotion, c'est plutôt comme ça que ça naît. Et moi, je trouve que tu le fais assez naturellement dans ton écriture, Laetitia. Laure, tu voulais réagir ? Je pense que tu poses pas la question. Ouais, je me disais, je pense aussi que c'est une question de dosage et d'équilibre. Ouais. Après, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que pour moi, c'est un conseil qui va justement vraiment sur le cinéma. Au cinéma, il n'y a rien de plus agaçant que deux personnages qui vont se raconter quelque chose alors qu'on aurait dû le montrer, parce que c'est le média où tu montres les choses et où tu les racontes pas. Alors que justement, dans un écrit et dans un livre, tu dois pouvoir parler d'émotions sans forcément montrer les choses aussi. Donc, je trouve que c'est intéressant. Voilà. Je pense que après, c'est comme tu disais, Léa, c'est surtout une question de dosage. C'est de pas dire tout le temps que quelqu'un est terrifié plutôt que de parler d'action ou de parler d'action sans parler d'émotion. Qu'il faut les deux, quoi. Voilà. C'est une question aussi, je pense, de choix esthétique de l'auteur. Et d'ailleurs, le podcast dont je vous parlerai tout à l'heure dans mes recommandations du jour a un épisode exactement dédié à ce sujet qui est intitulé même Tell, Don't Show, donc qui parle justement des limites de ce conseil-là. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous pour vos écoutes, vos commentaires, vos retours, vos partages sur le premier épisode. Ça m'a fait hyper plaisir de voir l'accueil que vous nous avez réservé et surtout de constater que nos échanges vous parlaient et vous donnaient envie d'écrire. Et maintenant, les filles, dites-moi tout, où vous en êtes? Est-ce que vous avez eu des galères, des questions, des petites victoires ou des moments d'écriture sympas à partager ces dernières semaines? Je sais que Léa et Laetitia, notamment, vous avez pris une semaine d'écriture dont vous nous aviez parlé la dernière fois. Laetitia, si tu veux en parler un peu? Ouais, alors dans mon cas, c'était un peu particulier parce qu'en fait, oui, le projet de base, effectivement, c'était de faire une semaine un peu écriture, comme j'avais pu faire moi un peu toute seule. Mais il se trouve qu'on est quand même aussi parti dans un endroit cool qui donnait un peu envie de visiter, de sortir, de faire des randonnées, tout ça. Et moi, en plus, donc là, il se trouve que j'ai fini un gros projet qui va dire, n'est plus entre mes mains pour le moment. Et donc, je me suis retrouvée un peu vide, vous voyez, genre vraiment vide. Et à l'idée de me remettre à écrire, j'avais plus envie de pleurer que de sourire, quoi. Donc, finalement, je me suis dit que moi, j'allais pas écrire. Et au final, il a beaucoup plu. Donc, finalement, j'ai quand même écrit. En gros. Voilà. Mais je peux. Double retournement de situation. Ouais, Léa, je pense que Léa, elle a des choses plus intéressantes à raconter. Mais je pourrais quand même vous redire après 2-3 mots sur du coup, qu'est-ce que ça a un peu changé à mon écriture, le fait d'y être allée en me disant j'écris pas, puis finalement de le faire. Voilà. Léa, toi, tu as réussi à écrire du coup pendant cette semaine? Moi, je n'ai pas eu le choix puisque c'était le projet d'écrire. J'étais d'ailleurs sous la vigilance de Laetitia qui me disait écris en me regardant. Non, je rigole, elle n'a pas été horrible comme ça. Mais ouais, mon objectif, c'était d'écrire les 10 premiers chapitres de mon roman. Et finalement, j'ai réussi à en écrire que 6, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal pour moi qui écris très lentement. C'était d'ailleurs très marrant parce que du coup, avec Laetitia, on se faisait beaucoup de séances d'écriture. Et à la fin d'une séance d'1 heure, elle était là « Ah, j'ai écrit tant de signes !» Et moi, je regardais les 6 lignes que j'avais écrites. J'étais là « Oh mon Dieu, j'arriverai jamais !» Et non, ce qui était vraiment hyper chouette, c'est qu'on s'est lu ce qu'on écrivait au fur et à mesure. Et ça, vraiment, c'est tellement motivant
de lire le chapitre que tu viens de passer une demi-journée à écrire, sur lequel tu viens de galérer, tu t'es posé plein de questions, beaucoup trop de questions, et que tu le lises et qu'en face de toi, la personne, elle ait des étoiles dans les yeux un petit peu et qu'elle te dise « Oh, c'est super !» Et ça te donne envie de pleurer. Ça fera partie du thème dont on parlera tout à l'heure, mais moi, ça me terrifierait justement. Je pense que ça me bloquerait et je me dirais à chaque mot, mais est-ce que je suis en train d'écrire un truc assez bien pour pouvoir le lire à la fin de la journée sans en avoir honte? Ouais. Marie aussi, j'ai l'impression. En fonction des choses que tu viens d'écrire, t'as aucun recul. Ouais. Après, il n'y avait aucune obligation, hein, déjà, premièrement. Je sais pas, ça s'est venu assez naturellement finalement. On a eu envie de se lire ce qu'on avait écrit, quoi. Mais avec moi, par exemple, de mon côté, j'avais une exigence, c'est je ne veux aucune réaction. Donc, tu vois, je ne veux pas que tu me dises si c'est bien, si c'est nul, si t'as... genre ah mais là, tu vois, il y a cet endroit où non, je veux rien savoir. Je suis la spécialiste de ça en plus. C'est mon côté éditrice. Quand on me lit un truc, je pose plein de questions. Ah mais alors, machine, si tu décris qu'elle a fait ça dans ton enfance, ça veut dire que si ça. Et en face de toi, qu'il y a l'auteur qui n'a pensé à R de réponse de toutes ces questions, qui n'a aucune idée de ce qui se passe et qui est là. Du coup, j'étais bouche cousue quand Laetitia me disait des choses. Ouais, t'as réussi à te contenir du coup. Ouais. Mais je comprends trop, à ce stade, quand tu viens de poser tes mots, t'es prêt à prendre aucune critique. Enfin, moi, je sais que t'as l'impression que tu viens de sortir ton enfant, maintenant personne me dit qu'il est moche, en fait. Voilà. Exactement, c'est exactement ça. Et du coup, pour revenir, ça prend 2 secondes hein, sur ce que je disais. Donc là, ce que je me suis dit, justement, c'est pour une fois, j'écris en gros sans plan, quoi. J'écris ce que j'ai envie, un peu vu que je me suis beaucoup mis la pression sur le projet d'avant, là, c'était, écoute, j'ai quand même une trame très, très, très générale, mais quand je dis très générale, c'est vraiment genre vaguement un début, une fin, quoi. Et je me suis dit, allez, vas-y, et j'ai écrit, je sais plus combien de chapitres au final, je sais pas si Léa s'en souvient, 6. 72. Non, oui, quand je suis arrivée, j'en avais déjà un ou deux, Ouais, et au final, là, j'en suis à 6, quoi, en tout cas. Ouais, bravo les filles. Ouais, franchement, bravo. Je trouve que 6 chapitres en une semaine, c'est vraiment bien. Ouais, bravo. Moi, de mon côté, il y a 2 semaines, un truc comme ça, j'étais à mon premier salon en tant qu'autrice. C'était les Intergalactiques à Lyon. Et c'était super cool d'être de l'autre côté de la table et de rencontrer les auteurs en tant qu'autrice moi-même, de participer à des tables rondes, à un enregistrement de podcast et tout. C'était vraiment stylé. J'étais assise entre Karim Berouka et Louvan. Voilà, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Karim Berouka, c'est celui qui écrit beaucoup de fantaisie humoristique. Par exemple, Le jour où l'humanité a niqué la fantaisie. Je sais pas si ça vous parle. Donc tout le monde m'a dit « Ah, t'es assise à côté de Karim, c'est bon, tu vas bien te marrer, c'est entre de bonnes mains. » Et il était trop sympa. On a partagé nos lasagnes sur une même planche à découper puisqu'on est allé en même temps à la cantine. Il n'y avait plus d'assiettes propres, voilà, pour l'anecdote. Donc pour lui, je serai éternellement la fille aux lasagnes. Aux lasagnes. Et de l'autre côté, Louvan, qui est une autrice trop gentille, sympathique et accueillante et tout, qui m'a pris mon roman et qui l'a lu, qui m'a fait un retour. J'ai pas lu encore son message. J'ai vu dans Messenger Louvan qui me dit « J'ai lu ton livre !» C'est le genre de message, moi, que je laisse un peu de côté avant de l'ouvrir pour bien me poser, prendre le temps. Mais en tout cas, c'était trop stylé voilà, de rencontrer ces auteurs et de voir aussi leur accueil parce que eux, c'est un peu des vétérans, on peut dire, ou en tout cas des auteurs hyper expérimentés de ce genre d'événements et qui ont pris le temps de me faire me sentir à l'aise et tout. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et on m'a remis aussi mon prix Elbakin, ça c'était trop cool. Je vous le montre pour ceux qui voient la vidéo. Du coup, mon roman, il avait reçu le prix elbakin.net du roman francophone 2021. Et je savais pas, mais il venait avec un trophée physique en fait. Et je m'y attendais pas du tout. Je suis arrivée sur le salon, il y avait mon éditeur qui était là et qui m'a sorti ça de son sac. Et c'est trop beau. Donc pour ceux qui voient pas, c'est une espèce de pochette de livre en cuir véritable, gravé avec mon nom dessus, le titre de mon roman et tout, avec derrière le dragon qui est le logo d'Elbakin. Et j'étais trop émue en vrai. Du coup, il a trôné sur ma pile de livres pendant tout le week-end. Et du coup, à l'intérieur, il y a ton roman ou qu'est-ce qu'il y a des pages? Non, c'est vraiment juste c'est une pochette. Et en fait, le truc, c'est un carnet. Alors, moi, j'ai mis mon roman, mais en fait, il est beaucoup trop petit pour une énorme pochette. Vu que c'est un poche. Mais voilà. En tout cas, ça fait trop plaisir d'avoir ce trophée physique, quoi. Karim Berouka, justement, me disait « Ah oui, je l'avais eu aussi il y a quelques années pour un roman à moi. » Et c'est vrai que la plupart des prix, on te dit « T'as un prix sur Internet. » Et voilà, il se passe jamais rien. Et là, c'est quand même stylé d'avoir un petit truc physique.
Félicitations, encore une fois. Ouais, bravo, Christelle. Merci, c'est très gentil. Et en tout cas, un mois riche en écriture et en projets pour certaines d'entre nous. Pour d'autres, un peu moins. Vous n'avez pas trop réussi à écrire, les filles. Marie, Laure, vous n'avez pas eu le temps, pas eu la motive. Que le mois a été très, très court. Ouais. Est-ce que c'est comme ça tout le temps, peut-être? C'est possible. Et toi, Marie, pareil? Moi, j'ai brainstormé. C'est-à-dire, je me suis mise sur mon fauteuil avec un carnet de la musique et puis des fois, tu sors des idées bien et des fois, il n'y a rien qui vient. Et ce que j'essaye de faire, c'est d'aller au moins une fois par semaine dans un salon de thé pour écrire parce que j'ai l'impression qu'être dans un autre cadre, un peu cosy, en plus, ça met plus dans un mood de travail. Mais là, je suis vraiment encore en train de chercher des thématiques. Là, je me dis, bon, il faudrait peut-être commencer à réfléchir vraiment au personnage. Voilà, faut que j'avance un peu. Mais bon, je ne mets pas trop la pression. Je n'ai pas envie de mettre des deadlines et tout. J'ai vraiment envie que ça vienne un peu de façon naturelle. Et voilà. En tout cas, je te comprends trop sur le côté sortir de chez soi pour écrire. Je crois que c'est ce que je disais à Léa et Laetitia, parce que justement, pendant que vous étiez dans le sud-ouest à faire votre semaine d'écriture, il y a une journée où je leur ai dit « Ah ben moi, aujourd'hui, je fais que écrire, donc si vous voulez, on fait des sessions à distance. » Et on a débriefé un petit peu dans la journée au fur et à mesure. Et à un moment, j'étais justement dans un salon de thé, en plus dans un château irlandais et tout, c'était quand même plutôt sympa. Et c'est ce que je vous disais, que de sortir de chez moi et d'aller quelque part pour écrire, ça m'oblige à écrire. Le simple fait d'avoir fait la démarche de sortir, je dis, bon, je suis quand même pas venue ici pour rien, d'avoir payé ton thé ou je sais pas quoi, alors que ça pourrait être gratuit chez toi, même si c'est rien du tout, de rentabiliser le temps, en fait, passé, sorti et tout. Donc, ouais, je sais pas si c'est toi aussi, Marie, si c'est ce que c'est. Ah oui, moi, c'est totalement ça. Même quand c'est des cafés où je me sens pas forcément le plus à l'aise, je me rends compte que c'est là où finalement je suis le plus productive, quoi. Mais ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est bizarre, mais ouais, moi, c'est pareil. Le fait de sortir, d'être dans un lieu de travail ailleurs que chez moi, pour le moment, ça porte plutôt ses fruits, donc je vais continuer. Merci les filles en tout cas pour vos retours. J'espère que le mois prochain sera aussi motivant ou plus motivant pour certaines et que vous aurez plein de trucs à me raconter lors de notre prochain enregistrement du podcast. En tout cas, avant de passer au thème du jour, c'est d'abord le moment de vous recommander un contenu autour de l'écriture. Et aujourd'hui, je vais vous parler du podcast qu'on connaît toutes ici, que j'ai évoqué tout à l'heure, et qui m'a même donné envie de créer ce podcast-ci. C'est évidemment Procrastination, un podcast d'écriture en 15 minutes, parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science infuse, avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Faye et Lionel Davos. Petit bruit de machine à écrire. Voilà, comme vous pouvez le constater, on connaît le générique par cœur. C'est un excellent podcast qui se concentre sur des points assez précis de la technique d'écriture, comme par exemple le show don't tell, dont parlait Tom, avec donc un épisode Tell Don't Show. Mais aussi, ça parle de la vie de l'écrivain, comme l'angoisse de la page blanche, le travail avec l'éditeur, ce qui se passe sur les salons, etc. Donc, c'est tous les 1er et 15 du mois et c'est hébergé sur le site elbakin.net. Et si vous comprenez l'anglais, sachez que Procrastination est directement inspiré d'un concept américain, Writing Excuses. Et là, pareil, on a des auteurs expérimentés qui discutent pendant 15 minutes d'un point précis dans l'écriture. C'est toutes les semaines pour le coup. Et il y a dedans des auteurs aussi connus que Brandon Sanderson, ou Mary Robinette Kowal, si vous la connaissez. En tout cas, moi, je trouve souvent leurs épisodes hyper utiles quand je me trouve face à une difficulté technique précise. Je trouve qu'ils vont encore plus dans le concret et dans le comment que Procrastination, où ils sont plus sur le pourquoi ou les limites d'une technique, etc. Et je trouve d'ailleurs qu'on voit bien le contraste entre une approche plutôt américaine, très outil, méthode, et une approche plus française qui est réflexion sur l'écriture. En tout cas, les deux, ils se complètent super bien. Donc, c'est Procrastination et sa version américaine Writing Excuses, deux podcasts que je vous conseille vivement. Et c'est le moment de parler de notre thématique du jour. Alors, montrer ces textes en cours d'écriture, est-ce que c'est la honte ou pas? On a un peu commencé à en discuter. Donc, pour moi, du coup, je l'ai dit, oui. Quand j'écris un texte, mon but, en fait, c'est de produire un effet sur le lecteur. Et pour moi, cet effet, il n'existe vraiment que quand toutes les couches sont là, tous les détails que j'ai voulu mettre. Sinon, je ne les ajouterais pas s'ils étaient inutiles pour l'effet que je veux créer. Du coup, pour moi, si je fais lire un texte qui n'est pas terminé, je sais qu'il ne va pas produire l'effet que je veux.
Et donc, c'est un peu comme si je vous faisais goûter un œuf cru et de la farine en vous disant non, mais t'inquiète, il manque 2-3 trucs, mais il faut que t'imagines, et à la fin, ça va être un super gâteau au chocolat. Et me dire que je vais être jugée sur un œuf et de la farine, bah, ça me fait chier parce que je sais qu'on va me dire ah oui, oui, c'est pas mal, hein, ça a du potentiel. Alors qu'en fait, non, c'est de la merde vu que c'est pas du tout ce que t'es censé manger à la fin. Voilà un peu ma vision du truc et pourquoi moi, j'aime pas faire lire ce que je suis en train d'écrire. Mais alors vous, est-ce que vous arrivez à montrer vos textes en cours d'écriture ou même à parler de vos projets littéraires ou est-ce que ça vous motive, ça vous démotive, ça vous bloque? Allez-y, dites-moi tout. Laetitia, vas-y, lance-toi. Moi, je suis un peu à l'inverse de toi. Parce que en fait, pour moi, lire et écrire, ça a toujours été ensemble. Genre, depuis, on va dire, mon histoire personnelle, je sais pas, mais j'ai commencé à écrire très jeune. Et donc, forcément, quand t'es jeune, tu te poses pas toutes ces questions. T'as 12 ans, t'écris la prophétie des 3 L, ça va être trop bien. Tu le fais lire à ta meilleure amie, t'écris 3 tomes. Enfin bon, c'est... Voilà, t'as pas de sujet. J'étais aussi sur des forums d'écriture, donc des forums autour d'auteurs. Donc en fait, je faisais beaucoup lire mes textes. J'ai adoré ça. Et je crois que j'ai quand même gardé ça, en fait. J'ai gardé ce truc. Alors après, j'ai plus de honte. On parlait de la honte tout à l'heure. J'ai peut-être plus de honte. Et on va approfondir le sujet. Donc il y a certains cas pour lesquels c'est beaucoup plus compliqué. Mais globalement, en tout cas, moi... Après, je suis complètement d'accord avec toi. Hein, ce que j'écris dans d'un premier jet, c'est pourri. Hein. Mais j'aime trop partager, en fait. J'aime trop partager mes idées, mes personnages, tu vois. Voilà. Alors, je pense que j'ai malheureusement, comme on le disait tout à l'heure, maintenant, tu vois, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait lire à Léa, mais je lui ai dit, me dis rien, je veux rien savoir. Donc, c'est une porte ouverte, mais à moitié, quoi. Donc, j'ai un peu changé, mais en tout cas, ouais, moi, lire et écrire, ça a toujours été ensemble, et donc, partager, ça a toujours fait partie de mon écriture. Et par exemple, tu dis, j'aime bien parler de mes personnages. Au moment où tu parles de ton personnage que tu viens d'inventer, tu te dis pas que s'il faut, il va complètement changer de caractère dans les 3 semaines qui viennent et que ça n'aura plus rien à voir? Si, mais je m'en fiche. En fait, c'est le problème de la personne qui est OK pour lire, moi, du coup, tu vois. Certes. C'est pas le mien. Elle devra tout relire une seconde fois, voire une troisième. Carrément. Mais peu importe. Mais carrément. Mais Léa, la pauvre, si vous saviez le projet dont je parlais tout à l'heure, là, le gros projet, je crois qu'elle l'a lu, mais je sais pas combien de versions. Elle doit mettre 5, elle le sait, elle. 4 ou 5. Elle l'a bien en tête. Oui, mais genre, je pense qu'au bout d'un moment, c'est un peu même... D'ailleurs, on va parler bêta lecture tout à l'heure, mais au bout d'un moment, c'est presque... Ce que je lui ai dit, bah, en fait, là, tu peux plus être au clair parce que dans ta tête, tu ne sais plus quelle version c'est. T'es comme moi, en fait. Ouais, justement, les personnages que tu as lus au début, ils doivent se superposer dans ta tête. Tu sais plus exactement à quoi ils sont censés ressembler. Est-ce que tu es censé savoir à ce moment-là du récit ou pas? Mais bon, en attendant, toi, en tout cas, tu es à l'aise avec le fait de montrer, dès que tu as imaginé un truc que tu as créé, tu montres, quoi. Même si c'est pourri. Même si c'est pourri. Et Léa, toi aussi, du coup, d'ailleurs, puisque tu disais que tu lisais tes chapitres au fil de l'eau à Laetitia pendant la semaine d'écriture? Ouais, moi je pense que j'ai 2 choses dans mon histoire perso qui m'aident beaucoup à être complètement décomplexée vis-à-vis de tout ça. La première, c'est que moi j'ai vraiment appris à écrire et commencé à écrire en faisant de la fanfic sur Internet et en construisant des univers avec d'autres gens en fait. Et du coup, ça c'est un travail qui est complètement porte ouverte. Et la deuxième chose, c'est tout simplement encore une fois, on y revient, mon taf d'éditrice où en fait vraiment la mise en commun d'idées et la mise en commun des rédactions de plein de gens différents. Même quand il s'agit, je vais donner un exemple tout bête pour que les auditeurs comprennent bien, quand il s'agit d'écrire le résumé d'une œuvre. Ça peut être le résumé d'un roman, d'un manga, qui sont les bouquins sur lesquels je travaille le plus souvent. En fait, on s'y met à 3-4 éditeurs. Et puis, en fait, il y a une première version, puis une personne passe et des fois raye salement des choses que tu as faites, dit non, ça c'est vraiment super mal formulé, c'est naze, on part plutôt sur ça, c'est plus français. Une troisième personne arrive et dit là, ça a été super mal traduit, on va changer. En fait, à la fin, on a un truc trop bien parce qu'il y a 4 personnes qui sont passées dessus. Et ouais, en fait, plus il y a de gens qui passent sur quelque chose, mieux c'est en fait pour moi. Et du coup, j'ai aucun scrupule à donner, à dévoiler mes productions parce que je me dis, mais plus il y a de gens qui le regardent, et mieux ce sera en fait. Voilà. Mais c'est peut-être un peu spécial comme façon de penser et je pense que tous les gens qui écrivent ne pensent pas comme moi. Loin de là, il n'y a qu'à voir
ton expérience, Christelle. Bah, ce que tu dis, je comprends complètement, mais là, tu parles d'un texte, comment dire, qui n'est pas très personnel, a priori, pour toi. C'est que quand il y a un choix esthétique d'auteur et tout, moi, s'il y a 5 personnes qui repassent sur mon texte et qui le rayent, bah, il ressemblera plus à ce que j'ai voulu faire, avec une voix, un ton, etc. Donc après, ça, c'est encore autre chose, c'est la correction, c'est un autre sujet. Mais je sais pas si c'est toujours vrai que plus il y a de personnes qui donnent leur avis sur un texte, mieux ce sera. Je vois ce que tu veux dire. Alors, je pense qu'effectivement, je peux mieux poser des contours à cette idée en disant que les gens à qui tu vas montrer ton texte, déjà, tu les choisis. Comme disait Laetitia, la porte, elle n'est pas vraiment ouverte, elle est semi-ouverte, en fait. Tu choisis bien les gens à qui tu vas montrer ta production, généralement. Et ça t'aide à avoir les retours que tu veux, quoi, souvent aussi. Ouais, alors on va reparler justement de bêta lecture plus en détail tout à l'heure. Laure, toi aussi, tu as une expérience de l'écriture qui est particulière à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai qu'en écoutant, moi, je me situe un petit peu entre vous deux aussi, parce que, enfin, même entre vous trois, du coup. Je pense que ça dépend ce qu'on écrit aussi. C'est vrai que Léa t'en parlait sur moi aussi, j'ai commencé sur fanfiction.net à l'époque. Bon, le site existe toujours, mais il est vraiment dégueulasse maintenant. Maintenant, c'est plutôt sur Archive of Our Own que ça se passe. Mais et c'est vrai que pour le coup, c'était tu postes un petit chapitre d'une fanfiction, les gens viennent commenter, tu postes le second chapitre, les gens viennent commenter. Voilà. Après, j'ai écrit sur des forums comme toi, Laetitia. Donc là, c'est pareil. Alors là, c'est encore plus n'importe quoi, parce que autant sur fanfiction, t'écris ton chapitre et il y a la partie commentaire. Sur un forum, t'as l'écrit et les commentaires qui sont mélangés. Donc c'est un joyeux bordel pour s'y retrouver. Donc là, c'est sûr qu'il n'y a pas de scrupule à montrer. Tu sais même pas forcément, à la limite, tu sais même pas forcément où ça va. Enfin, moi, je me souviens d'écrire une fanfiction, d'avoir juste un concept et de l'écrire avec les gens au fur et à mesure, limite qui me donnent des idées au fur et à mesure. Je me dis, ah tiens, pourquoi pas, c'est une bonne piste, je vais aller par là. Donc ouais, là-dessus, aucun scrupule à montrer. Ceci dit, sur des projets plus peut-être plus personnels, sur des choses qui sont plus profondément enfouies, ou là, ça, tant que ce sera pas terminé, je le montrerai pas, quoi. Et j'accepterai pas non plus la moindre critique sur le sujet. Je pense que tout dépend, c'est ce que tu disais aussi, Léa, tu parlais de cette écriture collaborative des 4e. Moi, c'est aussi quelque chose qui m'est arrivé sur des petits textes de résumé en côté marketing, et je trouve que c'est en effet hyper, comment dire, ça te rend humble quand on vient te dire non, ton truc est un peu nul, mais comme c'est un commentaire sur le texte de quelqu'un d'autre, ça va, c'est acceptable, alors que si c'est ton propre texte, c'est la catastrophe. Donc voilà, je trouve que ça dépend de ce qui est en train d'être écrit, en fait, pour moi. Et à l'origine, donc tu as commencé avec la fanfiction, et d'ailleurs c'est toujours quelque chose a priori que tu aimes faire. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ça en particulier? Est-ce que c'était justement ce côté échange, presque collaboratif, ou en tout cas retour en direct des lecteurs? Ou est-ce que c'était autre chose? Au tout début, c'était vraiment... en fait, c'est pourquoi tu tombes dans un fandom, je pense. Au tout début, c'est je découvre une œuvre qui me plaît. L'œuvre, malheureusement, soit est terminée, soit on attend le tome suivant. Donc, il faut bien s'occuper. Tu tapes sur Internet des choses sur le... Tu vois, au début, vraiment, tu tapes... je pense que les tout premiers trucs que j'ai dû lire, c'était sur Harry Potter. Donc, tu tapes Harry Potter, tu arrives sur fanfiction.net et tu découvres qu'il y a plein de choses à te mettre sous la dent en attendant le prochain tome. Et tu te dis, tiens, pourquoi pas moi aussi me lancer. Et pour tout vous dire, mes premières fanfictions, ça n'a pas été sur Harry Potter, ça a été sur un sombre animé qui s'appelle Gundam Wing, et qui est l'histoire de 5 jeunes hommes qui viennent dans une guerre intergalactique entre des colonies dans l'espace et la Terre, viennent se battre pour les colonies sur Terre. Bon, bref, voilà. C'est là-dessus que j'ai écrit en premier. Waouh, quelle histoire. T'as vu? Et du coup, quand tu as donc ces retours des lecteurs en face, est-ce que dans l'écriture, ça te motive, ça te rend redevable, en gros, de rendre le chapitre suivant à temps? Est-ce que ça te met une pression pour la lecture du chapitre d'après? Enfin, comment tu vis avec tout ça?
Mais tellement, en fait, c'est juste une motivation de dingue. Et moi, c'est pour ça, après, que j'ai continué, en fait. C'est que tu postes ton chapitre et il y a des gens qui le lisent. Folie. Il y a des gens qui attendent la suite. Folie numéro 2. Et en fait, à partir du moment où tu as des gens qui attendent la suite, c'est juste là, tu as des ailes. Enfin, pour moi, du coup, je trouve que voilà, c'est pas juste d'être seul devant sa page blanche, en fait. Enfin, là, tu sais concrètement, il y a quelqu'un qui attend. Donc, ça peut te mettre une pression si t'as pas du tout d'idée de là où tu vas, mais en vrai, c'est une motivation incroyable. Il y a un truc qui m'est resté en tête depuis des années, c'est une de vous quatre, je sais plus laquelle, mais qui avait dit que neurologiquement, je crois que c'est Laetitia, quand tu parles d'un projet, c'est comme si tu l'avais déjà accompli, ou peut-être Léa, je sais plus. Et que du coup, c'était toi Laetitia, et que du coup, le fait de parler de ton projet, et ben ouais, ton cerveau, et du coup, c'est comme s'il l'avait déjà un peu fait, puisque tu t'es représenté en train de le faire, et tu as déjà eu les petites récompenses hormonales qui sont venues. Et je crois que tu me disais ça en gros pour dire bah non, je veux pas trop en parler maintenant, sinon je vais jamais écrire ce truc en fait. Si j'en parle trop, je serais déjà contente d'en avoir parlé et j'aurais plus envie de l'écrire vraiment. Ça vous le fait pas aussi d'en parler aux autres en fait pendant que vous écrivez? Si, oui, comme quoi j'ai eu plusieurs phases, tu vois. C'est ce que j'allais dire. Il y a un peu une sorte de double superstition en fait. Enfin, il y a deux superstitions. Il y a soit si j'en parle aux autres, je vais m'engager vis-à-vis de ce projet et ça va me pousser à l'écrire. Soit je suis plutôt de cette team-là, je fais un pacte avec moi-même en mode je m'engage à l'écrire porte fermée et seulement quand j'aurai rempli ce pacte, je pourrai le passer aux autres. Et je pense que ça dépend un peu des personnalités. Et aussi du type de projet peut-être. Parce qu'effectivement, écrire dans un univers déjà construit de fanfiction, c'est pas la même chose que élaborer son propre univers inédit, où là, tu as une base plus, pas fragile, mais plus en construction. Du coup, ça réveille pas les mêmes insécurités, c'est pas le même genre de processus créatif, quoi. Bah, c'est sûr que sur une fanfiction, il y a tout de suite un fandom, il y a tout de suite une audience qui est là. Et si tu choisis bien ton fandom et qu'il est actif, en l'occurrence, c'est vrai que tu as tout de suite un panel de gens qui arrivent sur ta fanfiction. Maintenant, je trouve que c'est moins... il y a moins de... Les gens laissent peut-être moins facilement de commentaires qu'avant. Enfin, je sais pas si ça... Peut-être ça dépend aussi un peu des fandoms. Mais au moins, sur Archive, par exemple, quand on n'a pas, en tant que personne qui lit, forcément d'inspiration pour laisser un commentaire, on peut juste laisser en gros l'équivalent d'un pouce levé. Et enfin, rien que ça, moi, quand je reçois un mail qui me dit vous avez eu un pouce levé sur votre truc, je fais ouais, c'est bon, allez. Et toi, Marie, du coup, donc tu dis que tu choisis plutôt de faire ce pacte avec toi-même et d'écrire porte fermée. Est-ce que c'est parce qu'à la fin, tu as cette sensation de récompense quand tu partages enfin ton texte avec les gens, ou pourquoi toi tu fais ce choix-là? Non, moi je suis flippée de ouf quand je fais des rejoints, ça me... Vraiment, mais d'ailleurs, moi, c'est un truc dont je me suis souvenue en écoutant Laetitia, c'est que moi, avant, j'étais comme toi, Laetitia, c'est-à-dire que moi, je saoulais tout le monde avec mes histoires. Mes premiers romans quand j'étais petite, alors mon premier roman, il s'appelait L'Odyssée d'un médium. Voilà. Wow. C'était mon premier roman. Et vraiment, j'avais lu tous les chapitres à mes deux petites sœurs. Et en plus, elles étaient gentilles parce que je pense que ça devait être un peu chiant, mais vraiment, c'était un long roman et j'avais tout lu. Et j'étais vraiment comme ça. Quand j'écrivais des poèmes, quand j'étais petite, je les faisais lire. Enfin, j'avais pas du tout de filtre en gros. Et c'est arrivé plus tard quand je me suis lancée dans des projets un peu plus réfléchis, un peu plus construits, où là, vraiment, là, j'ai fermé la porte. Mais je la réouvre un petit peu quand même. Je trouve que, par exemple, le fait, par exemple, le Nanovrimo, ça incite plus à en parler. Les forums, ça incite plus à en parler. Par exemple, il y a un forum que vous connaissez peut-être qui s'appelle Cocyclix, qui est vraiment spécialisé dans la bêta-lecture de récits SFF. Et je trouve que ça, oui, ça m'a un petit peu plus incité à parler de ce que je fais. Voilà. Mais bon, je suis quand même plus encore team porte fermée quand même. Et alors, on a parlé tout à l'heure un petit peu de bêta-lecture. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez recours? Alors, si vous écrivez comme Laure en direct avec les retours des gens, il n'y en a pas forcément besoin, quoique, je ne sais pas. En tout cas, les filles qui écrivaient vraiment
des romans pour qu'à la fin, ça arrive à un objet fini, est-ce que vous avez recours à la bêta lecture? Si oui, à quelle étape? Apparemment, tu vois, Laetitia, toi, c'est hyper tôt. Moi, au contraire, c'est hyper tard. Et qu'est-ce que vous attendez, en fait, de cette bêta lecture-là? Ouais, moi, ça dépend où en est le... Enfin, moi, en fait, j'ai plusieurs bêta lecteurs selon le moment, où est-ce qu'on en est dans le roman, en fait. Après, ça dépend aussi des projets. Enfin, tu vois, le premier Loup, du coup, celui qui est publié, je l'ai écrit tellement vite, je l'ai écrit aussi pendant le confinement, donc je l'ai fait lire à personne. Enfin, là, pour le coup, et puis j'étais tellement pas sûre d'arriver au bout. Il y avait quand même ce truc de... J'avais pas fini un roman depuis 2015. Donc je l'ai écrit complètement porte fermée, trop stressée, machin et tout, et je l'ai fait bêta lire qu'après. Pour le deuxième, c'était un peu différent. J'ai fait, donc là, on peut dire, il y a un terme qui est de l'alpha lecture, donc qui est vraiment faire lire en faisant, ce que donc a subi Léa. J'ai pas subi, j'étais trop heureuse, tu rigoles de faire ça, c'est ma vocation. Non, c'était trop cool, c'était génial comme expérience, j'ai adoré. Où là, elle a vraiment suivi le projet, comme je vous dis, dans ces différentes versions, en fait. Donc, et là, ce que j'avais vraiment besoin de plusieurs choses, franchement, d'encouragement. Enfin, vraiment de ce truc de... Moi, c'était plutôt un plaisir à chaque fois de l'envoyer, tu vois, j'avais hâte d'avoir ses retours et tout. Et après, j'attendais vraiment ses retours. Enfin, Léa, je lui fais hyper confiance. Je sais qu'elle fera... Même s'il y a des trucs qui vont pas, elle va jamais me le dire de façon genre... trop dure, quoi. Elle va plutôt me poser des questions, comme elle disait tout à l'heure, genre « Ah, mais là, elle fait ça, pourquoi ?» Enfin, elle sait bien m'emmener. Enfin, voilà. Puis après, moi, j'avais des questions hyper précises, genre « Est-ce que tel truc, ça fonctionne ? Tel passage, du coup, telle et telle... » Je lui ai fait lire plusieurs versions, donc telle et telle version, c'est bon. Elle m'a bien confirmé que oui, la version, je sais pas, 5 était meilleure que la 4. Donc ça, déjà, c'est super d'avoir ce truc-là. Et puis après, je sais pas si d'autres veulent réagir, mais en gros, voilà, moi j'ai ça. Et après, j'ai plus bêta lecteur. Donc là, quand le texte est fini, quand moi j'estime que j'ai déjà fait un premier travail dessus, quoi. Ouais, ce truc d'alpha lecture, ça me fait penser à plusieurs choses. À ce que disait aussi Marie tout à l'heure sur le fait que quand t'es enfant, tu t'en fous, tu lis tes trucs et tu t'en fiches en fait de ce que les gens vont penser, t'es juste trop content de partager. Je pense que ça joue aussi sur le regard des autres qui fait de plus en plus peur, il me semble, à mesure qu'on grandit. Enfin, moi, en tout cas, je pense qu'il y a un peu de ça aussi, qui est que j'ai trop peur, en fait, comme je disais au début, d'être jugée sur mon texte alors que je sais qu'il n'est pas terminé et tout. Ouais, Laetitia? Mais tu fais pas lire avec Guillaume? Alors justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que Guillaume, donc mon mari, c'est mon seul alpha lecteur, donc le seul à qui je montre parfois des bouts de texte alors que c'est pas tout à fait abouti. Justement, c'est pour ça que ça me faisait penser à ça, c'est qu'en fait, j'ai pas peur de son regard. Donc je lui fais confiance pour lui donner, même si des fois, là, il y a un truc que j'ai mis dans mon roman, il me dit, à chaque fois que j'en parle, il rigole, il me dit que c'est de la merde, donc ça m'énerve très très fort. Non. Mais bon. En tout cas, je lui montre des bouts, mais je lui montre pas non plus, je lui fais pas lire et relire des versions comme tu as fait par exemple Laetitia avec Léa, parce que, comme je disais au début aussi, moi ce que je veux c'est vérifier un effet. En fait, pour moi, l'intérêt d'avoir quelqu'un d'extérieur aussi, c'est de me dire est-ce que ça marche ce que je voulais faire. Et si je fais ça, ça aura plus aucun effet sur lui en fait. Il pourra pas me dire ah oui là effectivement ça m'a fait cet effet, parce que il sera anesthésié du texte en fait. Il ressentira plus rien. Donc oui, j'ai Guillaume à qui je montre de temps en temps, en fait, vraiment mon tout premier jet brouillon total, dont je sais qu'il ne restera quasiment plus rien dans la version finale, et qui fait que quand il lira la version finale, ce sera comme s'il lisait un nouveau texte, en fait. Mais au moins juste pour qu'il m'aide aussi à voir certaines directions à prendre, certains vrais trucs qui manquent, etc. Et après, par contre, en fait, mes bêta lecteurs ou lectrices, c'est vraiment quasiment mes premiers lecteurs, mes premières lectrices, ouais, voilà, avec qui je veux vérifier, en fait, certaines choses plus que presque collaborer dans l'écriture, quoi. Parce qu'après aussi, derrière, j'ai un éditeur qui, lui, est très, très peu interventionniste, qui est un éditeur de poche, donc qui récupère des livres déjà publiés et de grand format, traduits essentiellement. Donc pareil, qui arrive avec un texte déjà abouti et donc qui fait assez peu en fait ce travail-là, pas parce qu'il n'a pas envie ou parce qu'il n'aime pas, mais parce que voilà, c'est aussi sa méthode en fait. Il dit le texte c'est celui de l'auteur, il va bien sûr faire des retours, des conseils, etc. Mais plus dans le détail, on va dire. C'est pas le genre d'éditeur avec qui je vais pouvoir envoyer mes 3 premiers chapitres et lui demander son avis sur la suite.
Donc, et ça me convient assez bien, parce que moi, si j'avais un éditeur qui me demandait de lui envoyer mes 10 premiers chapitres pour me donner son avis, je serais en panique totale. Marie, toi, tu as fait appel à des bêta-lecteurs au cours de ta longue vie d'autrice? Alors, en vrai, moi, mes premiers bêta-lecteurs, ça a longtemps été mes éditrices, en fait. Ouais, j'ai pas du tout. En fait, moi, j'ai découvert la bêta-lecture quand j'avais déjà un peu commencé mon parcours d'autrice. Bah, avec Cocyclix, comme j'en parlais, en fait. Avant, non, moi, vraiment, ça m'était même pas passé par l'esprit de faire relire mon roman avant de l'envoyer parce que je crois que j'avais peur et ouais, j'avais pas du tout j'avais complètement perdu cet aspect un peu participatif de juste. Par exemple, moi, je me reconnais un peu dans ce que tu dis, Christelle, dans le fait que toi, ce que tu veux, enfin, si j'ai bien compris ce que tu disais, toi, ce qui t'intéresse surtout, c'est d'avoir une impression de lecture et pas forcément une relecture du texte en détail sur ce passage-là trop court ou enfin, je sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Oui, oui, entre autres. Après, je choisis des bêta-lectrices qui vont pouvoir me faire les deux, en fait. Mais... Ouais. Ouais, voilà. Et ouais, non, en fait, j'ai découvert la bêta-lecture assez tard. Et généralement, je n'ai pas énormément de bêta-lecteurs quand je finis un projet. Généralement, on est 2, 3 et je les choisis pareil. Je choisis des personnes qui connaissent déjà un petit peu ma façon d'écrire. Voilà. Qui connaissent le genre aussi, je trouve. Voilà, pour mon... Genre, ouais. Moi, pour mon roman que je suis en train de terminer à peu près, voilà, j'ai pris des bêta-lectrices qui ont une vision du genre aussi dans lequel j'écris, qui peut-être tire un peu vers la littérature générale, qui est peut-être un peu moins dans des codes balisés dont on a l'habitude. Et si je fais lire un roman comme ça à quelqu'un, par exemple, qui lit que de la littérature, j'ai n'importe quoi, pré-ado ou de la SF des années 60, bah, clairement, il va me dire « mais je comprends rien à ton truc » ou alors juste ça me parle pas. Donc, c'est important d'avoir des personnes en face aussi qui sont en résonance, en fait, avec ce que tu as fait. Ouais. Et toi, Léa, du coup, tu fais bêta-lire ou alpha-lire à part à Laetitia? Alors, ouais, moi je suis super contente de partager ce que je peux écrire. J'ai cette expérience, en fait, je pense que ça se découpe en 2 parties pour moi. J'ai cette expérience de fanfiction qui est toujours, où je produis toujours des choses. Et d'ailleurs, c'est hyper étonnant parce que j'écris en anglais. Du coup, j'écris que en anglais dans le domaine des fandoms. Et donc, ça rajoute une difficulté en plus. Or, c'est plus facile pour moi d'écrire en anglais que d'écrire en français. J'ai une pote de fac qui avait fait sa thèse sur ça, sur est-ce que c'est plus facile pour vous de ne pas écrire dans votre langue maternelle? Il y a plein d'auteurs qui écrivent pas dans leur langue maternelle et ouais, pour moi, c'est plus facile. C'est plus facile de me détacher, en fait, et de mettre à distance. Et ouais, j'ai des expériences d'alpha et de bêta lecture de fou où j'envoie des petits textes que j'ai écrits et ça me revient, mais complètement terraformé par des potes. Par exemple, une pote italienne. Donc moi, je suis une Française qui écrit en anglais, une pote italienne qui me lit en anglais et qui va terraformer mon texte en anglais en disant ça va pas du tout, ça tu peux le formuler comme ça. Et en fait, il n'y a pas du tout, comment dire, comme c'est sur un univers qui nous appartient pas ni à l'autre personne ni à moi. En fait, on est un peu détaché de ce dont tu parlais tout à l'heure, Christelle, à savoir c'est ma voix d'auteur, c'est mon univers, c'est mon bébé en quelque sorte. Et du coup, c'est hyper intéressant d'avoir ces expériences de bêta-lecture où une personne va arriver et va complètement transformer ton texte et va le rendre mieux, en fait. Et c'est génial. J'ai aussi, j'ai plein d'expériences comme ça où moi, j'arrive avec un dessin et un petit, ce qu'on appelle un petit drabble en anglais, c'est-à-dire une petite idée, en fait, une petite idée qui tient en 5-6 lignes. Et j'ai une personne qui va, avec sur mon dessin et ma petite idée qui tient en 6 lignes, m'écrire une histoire en 3 chapitres, quoi. Et moi, je vais redessiner après. Et il y a d'autres personnes qui vont venir rajouter des choses dessus. Et comme ça, par couche, on va construire ensemble. Et ouais, ça, c'est assez génial. Et du coup, par contre, de l'autre côté, pour mes projets originaux, bon, là, je dois quand même avouer que, comme tout le monde le dit un peu, c'est plus compliqué d'avoir quelqu'un qui vient et qui te donne un avis sur le texte parce que, évidemment, tu n'as plus cette peur d'être jugé pour quitter, pour ce que tu as construit, pour les trucs que tu as sortis de tes tripes. Il n'y a plus cette espèce de
mur un peu protecteur c'était pas mon univers, c'était pas mes personnages, etc. Mais avec des personnes en qui j'ai confiance, comme vous, mes amis proches, ma famille. Je suis pas une personne qui est très, très pudique de ses émotions, de ses sentiments. Et je pense que ça se ressent aussi dans ce truc de j'ai pas vraiment peur de montrer ce que j'écris ou de parler de ce que j'écris. Et je vais adorer présenter des problèmes ou des problématiques. Par exemple, là, pendant les vacances, je vais aller voir Laetitia en lui disant là, à la fin de mon chapitre, je sais pas comment la finir. En fait, mon héroïne, elle a un petit objet. Il faut que cet objet, il est hyper important parce qu'il va être important dans la suite de l'intrigue. Il faut qu'il se passe quelque chose avec. Comment est-ce que je peux faire? Et donc là, le conseil de Laetitia, ça a été franchement le plus simple, c'est toujours le mieux. Là, tes idées, elles sont trop compliquées, tu vas me simplifier tout ça. Et j'ai réussi à écrire la fin de mon chapitre et ça fonctionne très bien, donc c'était top. Voilà, c'est à ce point. Moi, je viens carrément voir les gens et je leur dis, c'est ça mon problème, aide-moi. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il faut avoir vraiment confiance. C'est des choses que je fais parfois avec Guillaume. Okay. Ou à la fin de la journée, il me dit alors, t'as bien écrit? Il me pose toujours cette question, t'as bien écrit? Et c'est une question qui me met trop la pression parce que je dis si j'ai bien écrit, peut-être que j'ai écrit de la merde. Qu'est-ce que ça veut dire bien? Est-ce que c'est bien dans la quantité? Est-ce que c'est bien dans la qualité? Est-ce que c'est bien parce que tu es satisfaite? Exactement. Ouais, donc, peux mettre ce que tu veux derrière le mot bien. Voilà, donc en général, c'est là que je lui dis, en fait, à ce moment-là, mon personnage, il faut que je raccommode le truc parce que j'ai coupé toute cette partie qui finalement y est plus, mais pour raccorder les deux, je sais pas comment faire, voilà. Donc, et en fait, souvent, je discute toute seule, je monologue et en lui parlant, ces solutions me viennent toutes seules. Mais à la limite, c'est peut-être plus simple, entre guillemets, de parler d'une problématique parce que c'est un truc hyper concret que de faire lire et d'attendre un retour genre qualitatif sur globalement la plume, tu vois. Enfin, ouais, je trouve que c'est moins... ouais, voilà, c'est peut-être moins impressionnant, entre guillemets, ou moins stressant dans le retour. Ouais, je vois carrément ce que tu veux dire. Laetitia? Moi, j'envoie des questions à mes bêta-lecteurs ou même alpha-lecteurs. Il me semble, Léa, quand je t'ai envoyé, à chaque fois, j'avais un peu des questions précises, quand même, plus ou moins. Selon les... Ouais. Même dans les dernières... alors moi, je fais lire à une dizaine de personnes. Bon, après, selon les projets, mais voilà. J'ai plein de gens, après aussi, comme je disais, juste par le plaisir de partager. Enfin, tu vois, il y a des gens qui sont juste des amis proches et qui ont pas forcément, qui sont pas du tout dans des milieux littéraires, etc., qui sont juste des lecteurs, quoi. Et ils vont avoir des retours de lecteurs, du coup, très... mon personnage préféré, c'est lui. Lui, je l'aime pas. Enfin, tu vois, des trucs qui vont être de cet ordre. Mais c'est génial aussi, en fait, parce que là, c'est quasi des premiers retours de vrais lecteurs. Mais qu'est-ce qu'un vrai lecteur? Bon. Vous avez 4 heures. Oui. Mais ouais, quand vous partagez comme ça, moi, je vous balance mes craintes. Vous en faites ce que vous voulez. Vas-y. Quand vous partagez comme ça, vous n'avez pas peur de trop prendre ensuite, enfin, pas forcément ensuite, de prendre au moment de l'écriture en compte, d'anticiper, en fait, c'est ça que je veux dire, les retours que les gens vont faire et d'écrire en pensant trop à la réception. Parce que moi, c'est un problème que j'ai énormément et c'est aussi pour ça que j'écris si lentement, c'est que je me dis ce que j'écris, c'est de la merde, ça va pas plaire, ça, c'est pas bien dit, comment mon lecteur va le recevoir, etc. Et du coup, si en plus je savais que je devais faire lire le truc, genre là, à la fin de la journée, le chapitre, ou en tout cas au milieu, je pense que ça me bloquerait encore plus et que le texte, finalement, je le modèlerais d'une manière à ce qui plaise et pas de ce qui sort vraiment de moi. Vous voyez? Alors peut-être que c'est ma propre névrose et que personne d'autre ressent ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Léa, elle m'a parlé un peu de ça aussi. Ah. De cette espèce d'autocensure comme ça? Oui, quand tu réfléchissais à chaque mot. Oui. Non, mais moi, oui, ma grosse angoisse que j'ai à chaque mot, de me dire, en fait, ce que je fais, ça va pas du tout, et d'être dans le jugement permanent de moi-même. Mais c'est marrant parce qu'on ressent ça toutes les deux, Christelle. Et par contre, moi, j'ai pas cette espèce d'obstacle que toi, tu as, de dire, je vais modeler mon texte pour qu'il soit bien reçu par un lectorat. Moi, j'ai cette sensation que c'est de la merde ce que je suis en train de faire. Mais malgré tout, je n'ai pas l'impression de me mettre des barrières en le faisant. J'ai pas cette espèce d'autocensure en fait à l'intérieur. Et je vais trouver ça nul, mais à la fin, je pense que ça va être plus facile quand même pour moi de le faire lire à un lecteur. Peut-être parce que j'ai moins peur de me dévoiler, je sais pas.
Ou en tout cas, tu restes fidèle à ce que tu as envie de faire. Moi, ma peur, c'est de devenir un peu un caméléon qui change mon écriture en anticipant ce que les gens vont en penser. Mais comment tu peux savoir ce que les gens vont en penser? Enfin, franchement... un peu, je trouve. Enfin, pour moi, c'est comme ça aussi que tu finis par écrire quelque chose de correct. C'est quand tu arrives à avoir un regard extérieur sur ce que tu as fait et à te dire, OK, ça, je sais qu'un regard extérieur peut le percevoir comme ça, dans une certaine mesure. Tu peux pas aller jusqu'au bout de... Tu peux pas sortir à 100% de toi-même, mais si tu n'as aucun regard extérieur sur toi-même, c'est là que tu finis par faire des trucs où toi, tu es trop content et en fait, personne peut lire ce que tu as fait, quoi. Mais en fait, je trouve que c'est assez particulier ce que tu dis parce que quand tu écris quelque chose, justement, et que tu trouves que c'est tout nul, dans l'absolu, toi, tu as envie d'écrire quelque chose qui va plaire à quelqu'un. Alors, ça dépend ce qu'on met derrière le verbe plaire. Peut-être, ouais. Plaire, je vais avoir beaucoup de mal à le formuler, mais il y a le côté plaire, faire plaisir, faire quelque chose de digeste, que les gens vont dire « Ah, c'est bien !» Et il y a ça va plaire dans le sens où peut-être même ça va déranger, ou les gens vont pas forcément, ça va pas résonner tout de suite avec eux, mais en tout cas, c'est ce que moi, je voulais faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Donc, t'aurais peur, entre guillemets, d'aller chercher peut-être une gratification Exactement, voilà. immédiate chez la personne qui va te lire, plutôt que de construire un truc sur le long terme, sur plusieurs chapitres ou sur un roman entier, quoi. Ouais, ou alors en tout cas, tu vois, par exemple, je sais pas, une formulation de phrase qui, moi, me vient d'une manière qui est peut-être un petit peu bizarre, ou voilà, mais en tout cas qui est la mienne, et je me dis non, ce mot-là, peut-être qu'il faut que je rende le truc plus digeste ou plus plaisant à la lecture. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça c'est peut-être... Ça y est, je crois que j'ai compris, ouais. Désolée, je mets... Non, mais je crois que... Ouais, bah tu vois, j'avais jamais pensé à ça. Ouais. Tu donnes du grain à moudre à tout le monde autour de la table. Ça fait réfléchir. Ah bah, je trouve que c'est le step encore après, parce que moi, quand j'écris, je me pose pas tant la question de la réception. En fait, je relis les choses un peu avec mon œil, entre gros guillemets, d'éditrice. On en parlait au premier épisode. Et de là, je juge si de la V1, je peux passer à la V2. Mais j'avoue que moi, je ne pense pas du tout à comment ça peut être reçu. Moi non plus, ouais. Je ne pense pas aller au-delà, en fait, de juste, j'essaie de finir mon truc, de le relire et de voir si c'est assez fluide, si on comprend bien. Et voilà. Après, ça dépend aussi peut-être du genre de récit que tu écris. Je sais pas, mais oui, en vrai, je pense que vous avez raison et qu'il faut pas autant se préoccuper du lecteur, mais moi, ça m'envahit, en fait. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas envie forcément de partager mes textes en cours d'écriture, c'est que je les ai déjà dans la tête, les putains de lecteurs qui sont là tout le temps. Même parfois, j'ai des visages de gens dont je sais que c'est des lecteurs et je les vois et je les imagine en train de réagir à ce que je suis en train d'écrire. Tu vois, je me souviens très bien de mon deuxième roman que je devais écrire, et j'avais écrit ce roman avec la sensation d'avoir des dizaines d'yeux braqués par-dessus mes épaules qui regardaient mon écran. Et c'était horrible parce qu'il y avait plus ce truc de bulle que tu as quand tu écris en porte fermée, en fait, de dire je suis vraiment libre et tout. Là, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait plein de gens qui entraient dans mon monde et tout, qui allaient tout regarder et tout. Il n'y avait pas ce truc de cocon. Et ouais. C'était l'invasion. L'invasion, ouais. C'est marrant ce que tu dis, Marie. Ouais, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur les yeux braqués derrière toi. On utilise souvent cette image quand on est en train de créer quelque chose, qu'on est dans sa bulle pour créer. Moi, que ce soit pour dessiner ou pour écrire, d'avoir quelqu'un qui regarde par-dessus ton épaule. Cette espèce d'angoisse, tu sais, quand tu es en train d'écrire dans un café ou en train de dessiner et que genre tu as une personne qui va regarder par-dessus ton épaule. Et je sais que c'est marrant parce que, donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas beaucoup de pudeur vis-à-vis de ce que je peux créer et montrer. Mais par contre, j'ai une étape qui est hyper importante pour moi, que ce soit quand je dessine et quand j'écris, et je trouve ça assez intéressant, c'est le moment du sketch, vraiment. C'est-à-dire, c'est le moment où je vais, l'idée que j'ai dans la tête, je vais la poser pour la première fois sur le papier, si c'est en dessinant, ou sur mon logiciel de traitement de texte, si c'est pour écrire. Et là, à ce moment-là, quand je suis vraiment en train de mettre mon concept, le concept qui est dans ma tête, sur quelque chose, là, ça me gênerait qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de regarder au-dessus de mon épaule, ouais. Ouais, là, ça me gênerait vraiment et je pense que ça me bloquerait même parce que j'ai vraiment besoin d'être seule face à l'idée, face au concept. Et je pense que cette toute première étape qui est vraiment primordiale en plus, on a vraiment besoin d'être seule face à soi-même
et on veut surtout pas qu'il y ait ses yeux derrière. Et ouais, c'est un peu le truc cauchemardesque, tous les gens qui sont en train de mater au-dessus de ton épaule pour savoir ce que tu vas produire. Pauvre Marie. Pour la fin de l'histoire, moi j'avais fini par écrire ce roman entièrement sur des cahiers pour plus être envahie par Internet. Et j'avais passé 3 mois claquemurés chez mes grands-parents à écrire tout petit dans des cahiers pour terminer ce truc. Et ça allait, donc si vous avez peur de ces yeux braqués par-dessus vos épaules, les cahiers, ça marche bien. Merci pour l'astuce, Marie. Avant qu'on... Je ne souhaite pas d'arriver à là, mais bon. Après, c'est juste 3 autres mois passés à retaper et à redéchiffrer. Oui, ça, c'est vraiment la partie chiante. Oui, c'est vrai. Sinon, tu scannes et t'envoies à ton éditrice comme ça. Hein. Non. Ouais. Non, comment devenir l'auteur chiant? Ça arrive. À l'ancienne. Si tu as 78 ans, on t'en voudra pas, mais peut-être qu'à 30 ans, tu peux envoyer un manuscrit. Tu dis c'est une licence créative et puis voilà. Merci en tout cas pour la petite astuce, Marie. Avant qu'on ouvre la porte pour de bon, j'ai très peur, et que chacune lise un très court extrait d'environ 1 minute de nos textes en cours, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous vouliez revenir sur les questions qu'on a traitées aujourd'hui, qu'on n'a pas abordées et qui vous semblaient intéressantes? Non, on a fait le tour à peu près. Alors ok, c'est le moment d'ouvrir la porte. Cette fois, c'est pas moi qui commence. Je vous le dis tout de suite. Je suis flippée. Donc l'idée, voilà, c'est qu'on va lire chacune un très court extrait d'environ 1 minute de notre projet en cours. Moi, je vous le dis, ça me fait vraiment super peur. Hein. Personne n'a jamais lu ce que je vais vous lire, à part Guillaume. Et je dois aussi être honnête, c'est un texte qui est plutôt au début de mon manuscrit, donc que j'ai déjà en fait pas mal retravaillé, même si c'est dans mon roman pas fini. Je pouvais pas me résoudre à vous lire un truc écrit cet après-midi et pas du tout relu. Alors, qui veut se lancer? Moi, je dirais Laetitia, puisque soi-disant, t'as pas peur du tout. J'avoue. De lire tes textes. T'as un peu je sentais le truc arriver là où c'était gros comme une maison, quoi. Ok, alors attendez, j'avais ouvert le truc normalement. Alors en fait, j'ai fait le test tout à l'heure et c'est vraiment, vraiment très, très court, moins d'1 minute. Donc c'est vraiment juste pour donner un petit extrait. On a besoin de contexte pour comprendre ou pas? On va pas non plus trop en dévoiler. Hein. C'est plutôt au début du texte. Donc c'est un texte pareil, hein, qui est vraiment... je sais même pas si ça sera publié un jour. Hein. C'est le texte que j'écris en ce moment en mode jardinière. Donc ça se trouve, cet extrait sera le seul extrait que vous n'entendrez jamais de ce texte. Voilà. Eh bien, vas-y, on t'écoute. Le jeune garçon déboule sur la place des Narvals, qui tire son nom des 2 immenses cétacés de glace croisant leurs cornes au-dessus de l'esplanade. Un marché est installé là, sous des guirlandes de pierres lumineuses qui ondulent dans la brise, comme tous les jours. Kiel le traverse au pas de course, ignorant les appels colorés des marchands et les odeurs alléchantes des étals. Rien d'autre ne compte que Maya. Quand il parvient finalement dans le quartier de son ami, il a le souffle court et un point de côté. Il tambourine à la porte avec l'énergie du désespoir. Rien. Un chien aboie dans la maison d'à côté. La porte ne s'ouvre pas. Berit, la mère de Maya, ne vient pas à sa rencontre pour le rassurer et lui grommeler. « Ah, ces amoureux qu'ils sont bêtes. Maya est juste allée au marché faire une course, c'est moi qui l'ai envoyée, voilà. Arrête donc d'être aussi inquiet, va. » Non. Il n'y a aucune voix pour apaiser Kiel. Et la porte reste fermée. Alors, tremblant, le jeune garçon fait demi-tour. Il s'élance vers la dune, celle où ils ont passé la soirée à contempler les vagues, celle sur laquelle ils ont célébré ensemble leur première année à s'aimer, un tour entier du calendrier. Celle sur laquelle ils s'en sont promis 10 de plus, au moins. On n'a rien le droit de dire, c'est ça? Ouais. Et on n'a pas mis de règles, j'y ai pensé. Est-ce qu'on fait des retours ou pas, ou est-ce que juste on applaudit et on passe au suivant? Whatever. Et bien alors on fait ça. Juste on applaudit et on passe au suivant. Léa, tu veux enchaîner? Ouais, moi je Vu veux que toi bien. aussi, tu t'es vantée d'arriver à partager tes textes. Alors moi, vraiment, je suis super contente de partager avec vous. Par contre, en fait, en lisant parce que du coup, j'ai fait mes devoirs avant d'arriver, et en relisant mes 6 chapitres, je me suis rendu compte que c'était compliqué de trouver un extrait qui fonctionne. Alors, j'ai trouvé un truc que je trouve pas trop mal, mais je pense que ça fait un tout petit peu plus d'1 minute. Mais bon, vous me pardonnerez, j'y vais. Au départ, la voleuse n'entendit pas le silence.
Concentrée pour ne pas trébucher sur les racines et les cailloux à ses pieds, elle ne vit pas, non plus, la lumière baisser peu à peu. Ce fut une pomme, puis une seconde, puis un petit tas de fruits qui lui firent lever un sourcil. Les boules vertes jonchaient la sente, comme au beau milieu d'un verger abandonné. Jill constata, en relevant la tête, que des pommiers l'entouraient effectivement de toutes parts. Plantés à quelques mètres les uns des autres, leurs troncs jaillissaient d'entre les blocs de granit et semblaient s'étaler à perte de vue. Dans la lumière déclinante, elle frémit. Ronde et acide, la pomme est des vers le fruit préféré. Petite, Jill réclamait tous les soirs à une grande tante sa comptine préférée. Tous les soirs, sous les draps, elle se la murmurait avant de s'endormir. Elle fit quelques pas, puis se retourna. Difficile de savoir d'où elle était venue, entre les arbres identiques. Au sol, les mulots croquent l'amertume des noix. Dans le silence pesant, un murmure s'éleva. Même en tendant l'oreille, elle ne parvenait pas à l'identifier. En boucle, dans un coin de sa tête, la comptine continuait. Sous ses larges feuilles, la framboise et de l'oiseau le dînaient. Suivant le murmure de l'eau ou du vent, Jill pressa le pas. Et le chevreuil fait de la châtaigne en armure son repas. Soudain, le murmure cessa et un grognement retentit. Jill s'immobilisa, par peur de glisser sur un fruit et de tomber. Elle songea grimper dans un arbre, mais un second grognement retentit, plus proche et sourd. Affolée, elle tentait de cerner son origine quand d'un seul coup, le chant des oiseaux reprit, assourdissant, et le noir devint total. Comme une bougie, on venait de souffler le soleil. Délicieux sont les fruits dont les bois sont remplis, mais n'oublie pas que les bois ont toujours faim, eux aussi. En plus, elle n'a pas triché, je sais que c'est dans le dernier chapitre parce qu'elle ne l'a pas lu celui-là. Voilà. Ah oui, moi j'avais eu un doute au début, je me suis dit, est-ce que c'est dans le premier chapitre que tu nous avais fait dire, mais non. Je me dis, dans les coups des pommes, ça ne me Non, du coup, je voulais vous lire un truc que Laetitia n'a pas entendu, justement, et voilà, c'est les toutes dernières choses que j'ai écrites. C'est vraiment sans filtre. Tu respectes exactement. bien le Laure, tu veux te lancer? Allez, du coup, je vais vous lire le tout début là Alors, je me suis dit que j'allais pas vous lire un passage de ma fanfiction Bridgerton, ça allait pas être possible. Ah, j'aurais adoré. Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas exactement? Je vais vous lire le tout petit début de mon NaNoWriMo de novembre où j'étais un peu contente. Voilà. Alors, je ne peux hélas pas vous dire que l'on ne m'avait pas prévenu. Les choses seraient alors plus simples, ma ligne de défense toute trouvée. Nous pourrions mettre cela sur le compte de la jeunesse, d'une certaine forme de naïveté. Il serait malgré tout difficile d'en rire, j'en conviens, compte tenu des répercussions, mais peut-être pourrions-nous, à minima, nous autoriser l'esquisse d'un sourire, d'une connivence, d'un instant de légèreté. J'aimerais pouvoir vous clamer mon innocence la plus absolue, mon ignorance la plus crasse, ma bêtise la plus insondable. Or mes mains sont sales, ma tête pleine, et mon esprit plutôt affûté. Voyez-vous, quoi qu'on en dise, les diplômés du mot d'argent reçoivent l'une des meilleures éducations qui soit de par le monde. Il n'y a guère que l'école de la haute administration qui puisse se targuer de former des jeunes gens aussi aguerris, mais ceux-là sont destinés aux comptes, aux formulaires, aux files d'attente interminables, aux hémicycles et aux lois. Ceux-là, ceci dit, ne se seraient jamais retrouvés dans la même situation que moi. Je savais, et c'est probablement le pire, très bien ce qu'il allait advenir. Merci Laure. On n'a pas le droit de faire de retour, mais super incipit quand même. Marie, tu veux y aller ou tu veux passer en dernier? En fait, moi, le souci, c'est que moi, j'ai rien d'écrit, en fait. Ah, je peux vous donner le nom du premier chapitre, mais c'est vraiment tout ce que j'ai, quoi. Enfin, vraiment. Alors, le premier chapitre s'appelle « Un tien vaut mieux que rien ». Voilà, vous êtes bien avancé. Et vraiment, je suis vraiment désolée, mais j'ai rien. Non, sois pas désolée. Et ton archiduchesse, tu l'as abandonné? Non, mais c'est toujours ce projet-là. C'est ça. Ouais. Alors, du coup, j'ai le titre qui, à lui seul, vaut un chapitre. Il s'appelle... Du coup, le titre que j'ai fini par trouver ce mois-ci, ça s'appelle « Les mémoires touillées et décantées de l'archiduchesse Chaussette » ou « L'amicale des vieilles misandres ». Voilà. Voilà, ça vaut un chapitre. J'adore les titres longs, Marie, et je le trouve. Oui, moi aussi, bien. je me suis dit, j'avais envie d'un titre un peu. Bon, maintenant, il faut que la suite soit à la hauteur du titre, mais c'est un autre débat. C'est un autre problème. Ouais. Bon, à moi. Allez. C'est pas l'incipit, mais c'est plutôt au début du manuscrit. Carmine, la femme du berger, aurait dû accoucher il y a plus d'1 mois.
Mais ce jour-là, son mari est mort. Comme ça, d'un coup, écroulé face contre table en plein dîner. Les 2 petites qui croissent dans le ventre de Carmine ont dû le sentir parce que depuis, elle refuse de sortir et son ventre n'en finit plus de s'étendre. Elle ne peut même plus se lever sans tomber vers l'avant, alourdie par le poids de ces créatures qui la parasitent. Les enfants à naître se battent sans relâche. Les premiers coups ont commencé dès la 3e semaine. Beaucoup trop tôt, a dit Morissette, la sage-femme. Elle a crapahuté tous les mois jusqu'à la bergerie perchée au-dessus du hameau. Elle est repartie chaque fois un peu plus pâle. L'intérieur de Carmine abritait des batailles de chats sauvages. Au bout du 9e mois, la coucheuse lui a appuyé sur le ventre et fait boire les herbes de délivrance. Sans succès. Elle s'est promis de ne plus jamais monter dans cette maison de Jobastre. Il ne sortirait rien de bon de cette guerre intestine. Rien de bon. Si elle avait su que 2 heures après son départ, en plus de tout le reste, le père rendrait l'âme, elle aurait envoyé le curé de Belvédère exorciser la bergerie. 10 mois, donc, que Carmine est réveillée la nuit par les griffures et les gifles qui agitent ses entrailles. Et plus récemment, par les cauchemars nés du cadavre du berger, allongé sous un drap juste derrière la porte. Grosse comme elle est, elle a tout juste trouvé la force de traîner le corps devant l'entrée. Alors parfois, la nuit, elle voit son mari raviver le feu, balayer les cendres, lui éponger le front. Dans sa fièvre, Carmine ne sait pas si ces visions la terrifient ou la réconfortent. On ne fera aucun commentaire, Christelle, qu'il n'est pas bon d'être une femme enceinte dans tes romans. Oui, et ben, je me suis dit la même chose. Ça m'a fait vachement penser à un passage dans Dernier jour dans mon oublié. Ouais. Et c'est pas la seule scène d'accouchement du livre. Voilà, c'est tout ce que je peux vous spoiler. Moi, j'ai adoré Guerre intestine. J'ai trouvé ça tellement bien trouvé. Voilà. Wink, wink. Bon, en tout cas, merci les filles d'avoir ouvert la porte. Franchement, je sais que c'est pas évident. Pour moi, ça l'est pas. Je pense que pour vous, malgré tout, ça l'est pas non plus, puisque là, on n'est pas que entre nous, finalement. On a aussi plein d'auditeurs qui vont écouter ça. Donc, merci d'avoir joué le jeu. C'était super cool. Voilà, ça fait déjà, je sais pas, presque 1h10 qu'on parle maintenant. Mon thé est encore refroidi, évidemment. Merci encore à toutes les 4 pour ces discussions. Encore une fois, moi, je suis super motivée pour aller écrire après cette conversation. J'espère que ce sera aussi le cas pour vous qui nous avez écoutés. Et alors, qu'est-ce qu'on demande à nos auditeurs de mettre en commentaire? La dernière fois, c'était l'évier. Est-ce qu'on a un mot qui... Marie. Guerre intestine. Terraforma. Parce que moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. De ce que disait Léa. De quoi, Marie? Terraformer, tu sais, quand tu parlais de tes lectures. Et moi, depuis tout à l'heure, je me dis, mais ça veut dire quoi? En fait, quand tu terraformes une planète, tu sais, c'est que tu la... En gros, c'est complètement... habitable. Ouais, c'est ça, c'est la rendre habitable, en fait. Ah, ok, d'accord. Genre, tout transformer pour rendre le truc fertile et habitable, en fait. Ok. Preuve que mon texte était infertile et inhabitable avant et que la personne l'a pris entre ses petites mains agiles et l'a rendu viable. D'accord. Et bah donc, écrivez dans votre commentaire le mot terraformer. Vous l'orthographierez comme vous voulez, c'est pas mon problème. Ne jugera pas. Comme ça, encore une fois, on vous repère et on sait que vous avez participé à cette 2e réunion du club jusqu'au bout. Et si vous avez des réactions sur tout ce qu'on a dit, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Comme ça, peut-être que la prochaine fois, on pourra revenir sur ce que vous nous aurez dit. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines réunions du club. Mettez-nous un petit like ou 5 étoiles ou ce que vous voulez là où vous êtes. Ça fera remonter le podcast pour que d'autres auteurs puissent le découvrir. Je vous souhaite de très très bonnes sessions d'écriture et je vous dis à bientôt pour la 3e réunion du club où on discute d'écriture sans filtre. Salut les filles, à dans un mois. Salut.